Bonjour et bienvenue dans Bretonne, un podcast qui vous propose chaque semaine de découvrir une femme au parcours singulier et inspirant. De Rennes à Quimper, de Morlaix à Lorient, nous, 4 étudiantes rennaises, sommes allées à la rencontre de ces Bretonnes pour parler de ce qui les passionne, qu'elles soient sportives, femmes politiques, artistes ou encore entrepreneuses. La réalisation de ce podcast a été possible grâce à la participation d'Harmonie Mutuelle, que nous remercions chaleureusement. Anne Kéméré est une voyageuse de l'extrême, célèbre pour ses navigations en solitaire dans des conditions difficiles. Elle a par exemple traversé 2 fois l'Atlantique uniquement à la force de ses bras. Lorsqu'elle est à terre, elle écrit des livres et donne des conférences pour éveiller les consciences sur l'impact du réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est moi, Lisa, qui ai eu la chance de mener cette discussion. Nous avons parlé de sa jeunesse en Bretagne, de la préparation technique et morale pour traverser un océan, ainsi que de la manière dont elle appréhende la solitude une fois lancée sur l'eau pour plusieurs mois. Elle nous a également partagé les remarques auxquelles elle a pu faire face en tant que femme navigatrice, ainsi que son opinion sur les questions de protection de l'environnement. Bonjour Anne Kéméré, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez choisi de nous rencontrer à Quimper. Qu'est-ce que ce lieu représente pour vous ? Alors Quimper, c'est la ville de ma naissance. C'est là où j'ai grandi. C'est une ville qui a vu naître mon père, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, probablement quelques gens de ma famille avant ça, mais c'est vrai que je n'ai pas encore creusé ma généalogie. C'est un tremplin aussi, parce que c'est une ville dont je suis partie lorsque je suis partie aux États-Unis, qui m'a peut-être donné les racines qui font ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis partie, mais je suis revenue. Et je pense que c'est peut-être cette force que l'on a en Bretagne d'avoir un ancrage très fort. Et peut-être cette culture et ces lieux où l'on grandit nous apportent cette stabilité qui fait qu'on peut rayonner ensuite à travers le monde et revenir, passer de Manhattan à la Bretagne. C'est vrai que ça peut paraître parfois un peu étonnant. Et non, je suis revenue dans un pays où je me sentais parfaitement à l'aise. Donc c'est mon pays de naissance, c'est mon pays de cœur. Ça restera une ville pour moi qui reste un lieu marquant. Et du coup, la Bretagne, par rapport à la navigation, c'est ici que vous avez commencé ? Ça a fait partie de votre jeunesse ? Quel est le lien du coup ? Alors moi, j'ai toujours navigué, oui, du plus loin que je me souvienne. Mon père a été moniteur à l'école des Glénans. Et nous, on a navigué, moi je suis née au mois de mai. À mon avis, au mois de juillet, j'étais déjà en train de bronzer sur les plages du Loch, enfin d'une des îles de l'archipel de Glénan, parce que c'est vraiment là où mon père nous a emmenés quand on était gamin. Je serais incapable de vous donner le premier souvenir de ma navigation, parce que pour moi, j'ai toujours été sur l'eau. Et du coup, vous êtes exploratrice, navigatrice, documentariste, autrice, et on vous présente souvent d'abord comme une record woman. Mais vous, comment vous vous présenteriez ? Je ne me présenterai pas. J'aime pas les étiquettes. J'aime pas les étiquettes parce que justement, elles nous enferment dans quelque chose qui n'est pas complètement nous. Une étiquette va être une facette de ce qu'on est. Oui, je suis navigatrice parce que je navigue, mais pas que. Oui, je suis auteur ou autrice parce que j'écris, mais pas que. Donc ça veut dire qu'il y a tout un éventail de possibilités en nous et en chacun de nous, parce que c'est pas unique à une seule personne. Et du coup, oui, quand on me demande comment me définir lorsque je dois intervenir par exemple en conférence, les gens aiment bien avoir un titre. Alors oui, très souvent ça va être navigatrice, parce que c'est le truc qui va englober le plus peut-être de mes compétences, et encore j'en suis pas sûre. Moi, je me considère comme une voyageuse, tout simplement, parce que c'est vrai que record woman, très honnêtement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Un record, d'abord, il est fait pour être battu. Et puis, c'est quelque chose d'extrêmement éphémère. Moi, j'ai battu des records, en plus, à l'aviron. L'aviron, c'est, par essence, le plus lent qu'on trouve peut-être sur l'eau. Donc, mettre par exemple 87 jours à traverser l'Atlantique Nord et on vous dit ensuite que vous êtes la record woman de ce genre de voyage, oui, mais enfin j'ai quand même mis 87 jours à une époque où on met moins d'une semaine pour traverser l'Atlantique. Donc ça fait sourire. Je pense que c'est plus c'est le côté un peu journalistique où on aime bien avoir un pitch, où on aime bien mettre des superlatifs. Moi, très honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai retenu dans ce que j'ai fait de mes voyages. Donc oui, c'est un peu de tout ça. Voilà, je suis un peu de tout ça et plus. Donc vos voyages, nous, on les trouve vraiment fascinants. Et la question, évidemment, qui vient à l'esprit et qu'on a sûrement posée 1 million de fois, c'est pourquoi faire des expéditions si extrêmes ? Est-ce qu'il y a vraiment un pourquoi pour vous ?
Non, non. Oui, il y a certainement un pourquoi. Si on disséquait pourquoi les gens font une chose plutôt qu'une autre, certainement qu'on trouverait des raisons. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça changerait quoi déjà? Je pense que c'est un peu comme quand on va au spectacle. Moi, je suis très bon public. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois. Je ne veux pas aller dans les coulisses. Je ne veux pas savoir comment on a monté un tour de magie. Non, ce qui est intéressant, c'est de se laisser justement emmener ceux qui aiment ce genre de voyage et qui vont s'inspirer de ce que j'ai pu faire, très bien. Et si ça peut leur servir ensuite, eux, de tremplin pour réaliser ce qu'ils ont envie de faire, alors c'est parfait. Le pourquoi, on en aura 1000. Vous aurez 1000 personnes différentes, vous aurez 1000 pourquoi, et c'est pas pour autant que ça va changer l'âme de nos voyages. Donc, moi, je ne cherche pas à comprendre, je continue juste à savourer et à vivre ces moments présents. Vous trouvez ça fabuleux? Moi, je vous rassure, je trouve ça aussi génial. Je suis ravie de ce que je fais. Ça me plaît, j'ai pas envie de changer, même s'il n'y a pas que des avantages, même si certains me disent parfois « oh, t'as trop de la chance ». Non, on a la chance qu'on veut bien se donner. Et il faut mettre aussi tous les éléments en place pour qu'un projet, quel que soit le projet, s'accomplisse. Donc voilà, c'est un peu... moi, mon pourquoi n'est pas très intéressant, c'est parce que. Alors on a un pourquoi, vous allez peut-être savoir nous répondre. C'est donc, vous avez le sens de l'exploration, vous êtes parti aux États-Unis, vous avez voyagé partout dans le monde. Est-ce que vous pourrez nous expliquer un pourquoi la mer pour vivre pleinement votre envie de découverte? Oh, moi c'est tout simple, je pense que j'ai choisi la mer parce que c'est l'élément dans lequel je me sens le plus à l'aise. Je suis quasiment née sur l'eau, j'ai grandi les pieds dans l'eau. Mon père, qui était cinéaste à l'époque, qui faisait des films des grandes courses, des premières grandes courses au large, revenait à la maison puisque son studio était dans la maison, donc on ne voyait que passer des gens de mer, on entendait et on voyait ces films avant qu'ils ne sortent publiquement. Donc on a été baignés dedans, mon frère et mes sœurs et moi. C'est rien de plus naturel. J'aurais grandi dans une famille de montagnards, peut-être que je me serais offert un Everest. Donc j'ai vraiment été, je ne vais pas dire que c'est la facilité, mais j'ai été sur un terrain, en tout cas, qui me semblait familier. Donc voilà, vous avez été très inspiré dans votre parcours par votre père, du coup il prend une place importante? Il prend une place importante, mon père a toujours eu cette place, enfin a une place importante d'abord parce que c'est une personnalité, tous les gens qui le croisent ou ont pu le croiser le disent, et il a été dans mes premières traversées, il a été mon lieutenant. Très naturellement, on ne s'est pas vraiment concerté pour savoir qui allait se mettre où. Et lui a été dans mon ombre à préparer mes bateaux, parfois les préparer, et je pense qu'il les a préparés bien mieux que... Oui, voilà, dans son garage. Dans son garage. Tout s'est passé dans son garage, chez lui. Donc, comme je disais souvent, tu es le grand responsable de tout ça. Mais... et en même temps, moi, je ne pouvais pas rêver de plus belles personnes à mes côtés. Comment ne pas avoir confiance en quelqu'un qui est votre père? Donc, lui était la partie, je dirais, maritime. Et puis, j'ai eu ma mère qui était là dans la partie logistique quand même, à gérer le quotidien parfois. Et j'ai trouvé ça assez génial de retrouver, de recréer peut-être une histoire familiale après être partie. Moi, je suis partie 12 ans aux États-Unis, donc c'est vrai que je rentrais pas très souvent. On se voyait plus. Il n'y avait pas les moyens techniques qu'on a aujourd'hui pour se parler. Donc, il y avait vraiment des grands moments de silence. Et on a retrouvé une connexion et on a écrit une histoire que je trouve assez fabuleuse, une histoire familiale. Du coup, justement, on était intéressés par savoir comment ça se prépare techniquement et physiquement. Donc, comme vous l'avez dit, le bateau dans le garage. Mais du coup, un peu plus globalement, la préparation technique, physique. Comment on se prépare du coup à des aventures comme les traversées des océans? Et aussi comment on se prépare aux risques qu'on peut rencontrer. Oui, alors la préparation du bateau est évidemment une grande partie du projet. Soit le bateau existe et il faut le rénover ou il faut l'adapter, soit le bateau n'existe pas, ce qui a été le cas moi à 2 reprises. Donc il faut trouver déjà la personne, l'architecte qui va le construire. On part de rien, c'est pas un bateau de série. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de concertation, il y a beaucoup de confiance qu'il faut aussi avoir les uns envers les autres. Parce que moi, quelque part, je mets ma vie entre les mains de ces gens qui vont construire le bateau. Donc il faut qu'eux assurent cette partie-là, absolument. Et que moi, j'y crois, absolument. Après, j'avais la chance d'avoir quand même un prédécesseur qui était Gérard Daboville, que j'ai rencontré.
qui m'a raconté sa traversée. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris aussi que c'était des voyages qui étaient personnels. Donc on peut écouter les conseils avisés des uns et des autres, mais en même temps, on sait très bien que cette traversée-là, il n'y a que nous qui la ferons. C'est un peu comme des parents qui donnent des conseils à leurs enfants pour peut-être des projets à venir ou des projets de vie. Bien sûr qu'on va les écouter, mais en même temps on se dit ouais mais non, nous on fera différemment parce qu'on fera mieux ou parce que... Et là j'ai eu l'impression que c'était un peu ça. J'avais les conseils de quelqu'un qui était un peu un ancien, enfin entre guillemets, et en même temps moi j'étais une femme, donc je me disais que ça allait être certainement différent pour moi. Je partais pas tout à fait sur la même route que lui, donc il y avait plein de données qui étaient différentes, mais il n'empêche que c'était rassurant pour moi aussi de l'écouter et de me dire il en est revenu, a priori il en est bien revenu, donc il n'y a pas de raison que je me plante. Et puis après ça, la préparation, c'est une préparation physique, parce que là l'aviron ça nécessite quand même de travailler son corps dans une salle tous les jours pendant un certain nombre d'heures avec un programme, et pour moi il n'y a rien de pire que d'être entre quatre murs, donc c'est vrai qu'à partir de là le mental s'est mis assez naturellement en place. Après, pour ce qui était de minimiser les risques, on blinde tout, à savoir le bateau déjà. On essaie d'avoir le bateau le plus fiable possible. Et puis, on essaye d'imaginer. Alors, c'est toujours très compliqué parce que on peut imaginer les risques que l'on a sur un voilier, par exemple, parce que c'est connu aujourd'hui. Mais les risques sur un rameur d'océan, moi sur ma première traversée par exemple, où là j'avais aucune expérience, il n'y avait quand même pas tant de monde que ça qui avait traversé les océans à la rame, et donc c'était compliqué quand même d'avoir un retour. Donc c'est apprendre à se connaître, savoir quelles sont nos faiblesses, en faire des forces éventuellement, ou en tout cas travailler pour qu'elles ne nous handicapent pas au moment venu. C'est renforcer ce qui fait déjà nos qualités, parce qu'on en a tous. Donc c'est aussi apprendre à s'évaluer justement. Et je crois que c'est ça le travail le plus dur. Et peut-être moi, mon passage aux États-Unis m'a permis cette évaluation juste. En France, on a toujours tendance à se mésestimer, sous-estimer, parce qu'on est dans cette éducation où dès qu'on se met en avant, on est jugé comme prétentieux. L'Américain n'est pas du tout comme ça. Et moi, du coup, j'ai appris vraiment à m'évaluer sans se cacher, sans avoir honte de nos forces. Et ça m'a permis, en tout cas, de me préparer pour mes traversées. Ouais. Donc justement, on voulait parler de ça. Vous avez traversé les océans Pacifique et Atlantique sans assistance. Donc qu'est-ce que ça signifie, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, traverser sans assistance ? Traverser sans assistance, ça veut dire que lorsqu'on dit qu'on est seul, on est réellement seul. Il n'y a personne autour de nous. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous ravitailler, il n'y a pas un bateau qui va être à un moment ou à un autre à côté de nous pour nous aider d'une façon quelconque. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension qui est très différente, et je l'ai vu à chaque arrivée. Par exemple, un jour avant l'arrivée, j'avais souvent le sponsor qui venait à ma rencontre. Dès qu'on voit un bateau arriver, dès qu'on sent que les nerfs se relâchent, parce que on n'est plus réellement complètement seul, même si on continue à ramer tout seul, quelque part dans notre cerveau, c'est comme si on avait un filet, alors que jusqu'à présent on n'en avait pas. Et la grande différence, c'est vrai que quand on est sans assistance, on est sans filet. On est au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, on pourrait appeler à l'aide, il faut du temps avant que quelqu'un arrive sur zone. On peut faire détourner un cargo par exemple, mais ça prend du temps. En plus sur le Pacifique, la route que j'avais empruntée n'était pas très très commerciale. On sait que vaut mieux pas avoir d'urgence. Et donc je pense que c'est une donnée qu'on a du mal à comprendre lorsqu'on est terrien, parce que où qu'on aille à terre, à part peut-être justement dans les hautes altitudes, à part ça, il n'y a aucun endroit où aujourd'hui on est réellement seul. Et du coup, moi, cette extrême solitude, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Parce que la première fois, j'ai trouvé qu'elle était indigeste et très compliquée à gérer. Et puis, lorsque je suis arrivée, après ma première traversée, j'ai réalisé qu'elle n'avait duré qu'un temps. Que ce qui m'avait semblé être l'éternité en mer, finalement n'était pas cette éternité. Dès qu'on rentrait à terre, tout se passait très très vite et le temps était élastique. Et puis par la suite, la solitude est devenue vraiment une amie que je recherchais, parce que je savais à quel point j'étais privilégiée.
Et je le sais aujourd'hui. Donc lorsque je pars, il y a aussi cette quête et cette volonté de retrouver cette solitude. C'est ça, parce que du coup, j'ai lu vos livres et vous parlez de à la fois la nostalgie, le soulagement de la solitude, à la fois quand vous partez et quand vous arrivez. Et c'est vrai que vous avez un peu l'impression de fuir un monde dans lequel, des fois, vous n'adhérez pas à tout, la vitesse, etc. Je ne vais pas dire que je fuis le monde, mais c'est vrai que lorsqu'on s'éloigne du monde, on le prend avec distance. Et je pense que ces voyages ont vraiment cette qualité de nous permettre le recul qui est nécessaire, qu'on n'a plus. Je le vois, je vis quand même beaucoup à terre. C'est vrai que j'ai choisi aussi de vivre au bout du monde dans le Cap-Sizun parce que j'ai pas de télé, j'ai pas de radio. Et moi, c'est un moment où je peux me concentrer. Je ne perds pas pied avec ce qui se passe. Mais en même temps, qu'est-ce que ça nous apporte parfois ? Toutes ces informations qu'on nous balance, qui sont toutes différentes les unes des autres, mais qui sont extrêmement anxiogènes. Alors oui, on va être bien stressé, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer ce qui se passe ? Non. Donc on est les pieds et poings liés dans une situation qui est extrêmement stressante et à laquelle on ne peut rien apporter. Moi, je préfère justement le recul parfois, analyser à froid, ne pas se laisser envahir par les émotions, parce que c'est ça aussi le but aujourd'hui de l'information, c'est qu'on essaye de nous... Il y a une emprise sur nos émotions, et on se rend compte qu'on n'est même plus capable de réfléchir sereinement. On perd notre bon sens la plupart du temps. La solitude autorise ce recul, et peut-être ce retour au bon sens qui est à mon avis, indispensable. Et du coup, comment ça se passe la vie à bord ? Donc vous avez dit qu'il n'y a pas de bateau pour vous ravitailler. Donc comment ça se passe pour se nourrir, dormir ? C'est quoi en fait une journée type, une journée quotidienne quand vous êtes sur votre bateau toute seule ? Alors déjà, en mer, il n'y a pas de journée type. Ça n'existe pas. C'est ça le plus déstabilisant peut-être par rapport à la vie qu'on mène à terre. La journée, elle se cale par rapport à la météo. Et la météo de la veille n'est jamais celle d'aujourd'hui, qui ne sera jamais celle de demain. Et en fonction de cette météo, toute notre vie va en découler. À savoir que si on se retrouve avec des vents de 40 à 50 nœuds et des creux de 6 à 8 mètres, il est évident qu'on ne peut pas ramer, qu'on est enfermé dans le bateau, et que là, la seule chose à laquelle on pense, c'est d'abord quand est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'on sait que ça s'arrêtera, la dépression elle passera. On sait qu'on ne peut pas s'alimenter, parce que le bateau menace de chavirer à tout instant, donc c'est très compliqué de s'alimenter, c'est très compliqué de boire, on ne peut pas faire d'eau, donc il faut avoir prévu d'en faire avant, parce que l'eau, quand je dis faire de l'eau, c'est un appareil qui s'appelle un dessalinisateur, dont est équipé le bateau, qui pompe de l'eau de mer. Et pour environ 60 litres d'eau de mer, moi j'avais 4 litres, un peu plus de 4 litres d'eau potable. Donc on a de l'eau en permanence, sauf qu'il faut prévoir son coup pour amorcer la pompe et le faire dans des conditions météo favorables, parce que le dessal est alimenté par des batteries qui elles-mêmes sont nourries par les panneaux solaires. Donc pas de soleil, les batteries ne se rechargent pas. Tout doit être vraiment calculé, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on profite de chaque instant. On sait par exemple que l'énergie à terre, elle est moindre, qu'elle est compliquée à gérer, et qu'elle est essentielle au dessal, l'eau, parce que l'eau c'est la vie. Donc la priorité, elle va aller d'abord à faire de l'eau. Pas à écouter de la musique ou pas allumer tout son électronique à bord, parce que ça n'est pas prioritaire. Et je trouve assez intéressant de commencer à réfléchir aussi, parce que c'est un peu ce qu'on nous dit aujourd'hui, faites attention, mais nous en bateau on l'a toujours fait attention, parce que dès qu'on se retrouve en mer, en pleine mer, et qu'on sait qu'on ne touchera pas la côte tout de suite, tout est précieux. Le sommeil devient précieux, la nourriture devient précieuse. La vie à bord va être calée vraiment sur doser chaque chose, économiser ce dont on n'a pas besoin, ne pas laisser des appareils par exemple en veille, quand on sait que même pour le peu que ça va consommer, ça va quand même déjà consommer trop. C'est toujours ça qu'on aura en moins, peut-être pour le dessal qui lui sera précieux le jour où on n'aura plus d'eau. Donc c'est vrai que il y a une rigueur à bord qui est très importante. Moi j'adore le chocolat par exemple, je pars toujours avec 5-6 kilos, je sais que si je mange les 6 kilos dans la première semaine, j'aurai plus rien pour les suivantes. Donc c'est aussi apprendre à trouver un équilibre pour que ça n'entame pas non plus trop le moral, parce que le moral c'est le moteur.
Donc c'est de trouver en permanence un équilibre à bord, et je crois que moi c'est ça qui me fascine. De voir à quel point l'humain est adaptable à beaucoup de situations qui nous paraissent complètement folles quand on est à terre, parce que combien de gens me disent « mais ce que vous faites, je ne pourrais jamais le faire ». Moi je leur dis ça, on ne peut pas entendre ça. Que vous ne vouliez pas le faire, je peux l'entendre. Parce que chacun a des désirs différents. Mais de dire qu'on ne peut pas le faire, ça veut dire qu'on met sa capacité en doute, alors que lorsqu'on se lance dans des projets quels qu'ils soient, on se rend compte que c'est parfois juste la motivation qui fait qu'on y arrivera. Et on n'a pas besoin d'être plus doué. Et très honnêtement, pour traverser un océan à la rame, il ne faut pas être plus doué que le commun des mortels. C'est tout sauf des galères. On n'est pas en train de ramer comme des malades toute la journée. On trouve on trouve nos rythmes, on se cale dans ce qui nous correspond le mieux. Après, c'est une course d'endurance. Et c'est là où il faut être fort mentalement. Mais c'est pas aussi compliqué que l'image peut-être que ça en a. Après, oui, il faut pas non plus avoir le mal de mer, il faut pas avoir peur de la mer. Mais comme je vous disais, moi, c'est un terrain de jeu qui m'est assez familier. Donc tout ça ne rentrait pas en compte. Et ça rendait la chose plus facile, entre guillemets. Et est-ce que vous avez vu, du coup, cette adaptation à cette vie sur le bateau? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remis en pratique après sur la Terre? Vous avez vu que vous avez changé de manière de fonctionner dans votre vie ou pas? Oui, quand même. Alors, le problème, c'est qu'il faut quand même se resociabiliser. Quand on arrive, il y a une petite réadaptation. D'abord, on trouve que le monde va beaucoup trop vite. Moi, mon bateau, il avance à 5 km/h à peu près. Donc même monter dans une voiture qui va rouler à 50 km/h, les premiers temps, c'est affolant. On se dit, mais on va se tuer. Enfin, comment on a pu conduire des voitures avant de partir? Et puis, petit à petit, on se réadapte. Même marcher est compliqué. On a été assis pendant 90 jours. Donc marcher, c'est très compliqué. Écouter les gens parler, voir de quoi ils parlent. On pense qu'ils s'en sont encore à parler du même sujet, eh ben non, ils sont passés à complètement autre chose. On se dit, mais ça a été vite, 3 mois finalement, c'est fou. Pour moi aujourd'hui, rien que d'aller à Paris par exemple, c'est vraiment un calvaire, parce que je sais que le soir, quand je vais lever la tête pour regarder les étoiles, je ne les verrai pas, parce qu'il y a une pollution lumineuse qui est épouvantable, parce que les gens ne se parlent pas, parce que je me sens agressée en permanence, parce que justement tout ce qui est fait moi aujourd'hui n'existe pas là-bas. Cette réadaptation, elle est un peu compliquée, jusqu'au moment où on reprend aussi ce rythme, avec quand même, je pense, un retour qui n'est jamais à 100% celui qui ne nous redonne jamais la personne qu'on était, heureusement d'ailleurs. On apprend à regarder le ciel, on voit une dépression lorsqu'elle se forme, on comprend plein de choses. On regarde, moi je passais mes nuits lorsque le ciel était découvert à regarder les constellations. On réapprend le ciel, ou on l'apprend quand on ne l'avait pas appris avant. C'est passionnant et ça ouvre des portes qu'on n'imaginait même pas. Donc oui, il y a une connexion réelle et celle-là, elle ne nous quitte plus lorsqu'on rentre à terre. Je pense que la mer nous apprend à relativiser énormément, justement dans ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Lorsqu'on est en mer et qu'on imagine la terre, on voit des gens une espèce de fourmilière qui est continuellement à se taper dessus, mais pour des choses qui sont bien souvent dérisoires. Et donc ça nous permet, oui, de relativiser énormément, parce qu'en mer, tout peut arriver, à tout instant. Alors à terre aussi, on peut se faire renverser par une voiture, mais en mer c'est beaucoup plus prégnant et présent, puisque on vit dans cet élément liquide, on y est seul, et la moindre vague qui retourne le bateau, si on n'y a pas prêté attention, c'est fini, c'est terminé. À terre, on se dit toujours que oui, il y aura une ambulance qui peut nous récupérer, nous emmener à l'hôpital. Enfin, c'est pas à 100% la mort assurée. En mer, l'erreur quand même est difficilement pardonnable. Et je pense que tout ça nous permet de nous rendre compte à quel point ce qui est le plus important, c'est d'être vivant. La nature, de toute façon, aura le dernier mot. Donc à quel point c'est à nous de nous adapter, et à quel point parfois, oui, il faut savoir faire des compromis. Donc j'étais pas quelqu'un de compromis quand j'étais une jeune femme. Je le suis devenue parce que la mer me l'a appris. Et au sujet des risques qui peuvent arriver, on voulait juste rappeler une petite anecdote qu'on doit souvent vous rappeler. Il me semble que c'est en 2011, lorsque vous traversez le Pacifique, que votre radio cesse de fonctionner. Et il me semble que c'est pendant 2 mois que vous n'avez plus de contact avec la terre ferme. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête au moment où vous comprenez réellement qu'elle ne fonctionne pas? Alors c'est assez étrange, d'abord parce que la situation en plus était assez particulière. 2011, on est en mars, et il vient d'y avoir l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima.
Donc mon sponsor m'appelle sur mon téléphone satellite pour me prévenir qu'un tsunami était attendu sur les côtes péruviennes, où je venais de partir une semaine auparavant. Il me dit éloigne-toi. Alors de toute façon j'avais l'intention de m'éloigner puisque le but du jeu c'était de rejoindre la Polynésie française. Mais là il me dit vraiment il faut vraiment que tu t'éloignes. Plus loin tu seras des côtes et moins de risques que tu auras puisque un tsunami au large ne se ressent pas du tout. Et alors qu'on discutait de ça, la conversation est coupée. Ça arrive souvent avec les Iridium, parce qu'effectivement ce sont des téléphones satellites, donc il suffit que le relais se passe mal entre un satellite et l'autre. On m'avait dit en plus que sur le Pacifique, il y avait des zones parfois un petit peu floues, donc je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je réessayerai un peu plus tard. Et en réessayant plus tard, je suis arrivée à ce constat qu'une semaine plus tard, mon téléphone ne fonctionnait vraiment plus. Et donc j'avais eu le temps de m'y habituer, puisque j'y ai cru chaque jour. Donc c'est chaque jour où ça ne marchait pas, bah déjà j'étais partie un peu dans cet isolement. Et lorsque je me suis rendu compte qu'il ne fonctionnait pas et qu'a priori c'était vraiment mort pour le reste de la traversée, ça a été un peu étrange parce que comme j'étais seule, j'ai commencé à psychoter un peu, j'étais fatiguée. Première semaine, on a toujours un petit coup de barre parce qu'il faut qu'on s'adapte, le temps de s'amariner. Fukushima, je me dis un accident nucléaire, est-ce que ça veut dire que les satellites sont tombés ? Et que c'est parce qu'ils sont tombés que ma connexion s'est arrêtée. Est-ce que ça a créé un tel tsunami que la Polynésie française n'existe plus ? Donc aussi bien, moi je suis en train de faire route sur un endroit qui n'existe plus. Et puis on se reprend à penser aux navigateurs qui ont parcouru la planète à une époque, enfin, où partaient sur les mers avec cette croyance que la Terre était plate, au tout début. Et je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai que c'est dingue. Ils partaient, un peu comme je suis là maintenant, sans communication, sans savoir. Et donc j'ai trouvé ça assez enrichissant en même temps. Je me disais, mais c'est dingue, quoi. Je suis au milieu de tout ça, moi je suis vivante, mais je ne sais pas ce qu'il en est du reste du monde, finalement. Et puis bon, il y a un moment où on se dit que de toute façon, ça sert à rien de psychoter parce qu'il n'y a pas le choix. Moi, je continuais, quoi qu'il en soit. J'avais bien l'intention de trouver une terre quelque part. Et puis les choses se posent. Finalement, ce cordon que moi je trouvais parfois compliqué à gérer, qui sont les conversations téléphoniques avec la Terre, où il y a un décalage énorme entre ce que vous vivez, moi en 2004, quand j'ai perdu ma grand-mère, c'était en plein été, j'étais sur la traversée de l'Atlantique à l'aviron Atlantique Nord, dans des conditions difficiles, et mes parents ont fait le choix de m'annoncer, et ils ont eu raison je pense, le décès de ma grand-mère, mais se retrouver seule face à ça, c'est encore plus compliqué que je ne l'avais imaginé évidemment. Un deuil est difficile, mais quand on est entouré, on se soutient, mais c'était pour moi la grande solitude. Donc c'est vrai que tout ça c'est très particulier évidemment. Et le téléphone, du coup, le fait de ne pas l'avoir, le seul truc qui me dérangeait, c'était de ne pas pouvoir dire aux gens « je vais bien ». Tout va bien, vous inquiétez pas pour moi, ça le fait quoi. Et ça, je me disais, ils doivent être dingues. Et heureusement, mon père, qui est marin, il y avait quand même à bord une petite balise qui notait la position de mon bateau. Et donc mon père suivait cette position et il voyait bien que le bateau ne partait pas à la dérive. Et votre GPS, il donnait aussi... Ah, moi j'avais la position, je savais... Mais il communiquait pas... d'accord. Non, on n'avait aucun autre moyen de communication. La balise, et du coup, il y avait que la balise qui donnait le point du bateau. Et mon père, qui avait l'habitude, d'abord il savait comment je naviguais, il savait comment le bateau naviguait également, et donc il a rassuré tout le monde en disant elle peut avoir une jambe cassée ou un bras cassé, mais en tout cas elle continue, parce que sinon le bateau, on l'aurait vu partir sur une route très... pas du tout cette ligne droite qu'elle est en train de faire. Je pense qu'il a réussi, et c'est quelqu'un qui est aussi très calme dans ces moments-là, je pense qu'il avait réussi à calmer les esprits, mais ça a été une expérience incroyable, vraiment. Je pense que c'est l'expérience la plus forte que j'ai eu à vivre jusqu'à présent. En plus, le Pacifique est un océan, moi que j'ai trouvé, dans cette zone-là, particulièrement vide. Donc pas tellement de dauphins, peu de requins, pas tellement de vie animale. J'ai vraiment eu des moments où j'avais cette impression d'être seule au monde, quoi. Et du coup, vous vivez seule ces aventures, mais vous tenez un journal de bord et vous écrivez aussi des livres du coup sur vos navigations. Qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire et de pouvoir partager ce témoignage avec le reste du monde ? Alors j'ai toujours lu. Depuis que je suis môme, je dévore les bouquins. J'adore ça. Et automatiquement, parce que je lisais beaucoup, j'ai toujours écrit des petites histoires. J'écrivais des petits trucs, j'avais mon petit journal. Lorsque je suis rentrée de ma deuxième traversée de l'Atlantique à l'aviron, donc c'était en 2004,
J'avais eu des partenariats avec des écoles, entre autres. Et les enfants avaient fait des dessins, avaient écrit des poèmes. Il y avait chanson, énormément de choses. Voilà, il y avait aussi exactement. Et il y avait eu un poète, écrivain, parolier, Melaine Favennec, qui m'avait écrit un très beau texte. Enfin bref, il y avait plein de choses qui s'étaient faites. Mon frère, qui est artiste, avait fait des aquarelles absolument magnifiques. Et je me suis retrouvée avec tout ça sur la table en me disant, mais c'est bien, je suis ravie d'avoir tout ça, c'est chouette, mais en même temps, je suis obligée de le partager. Il y a trop de richesse dans ce que les gens ont fait. Donc pour le lien, pour permettre de réunir tout ce matériel, c'était évidemment d'écrire quelque chose autour de ça. Et c'est comme ça qu'est né le premier livre. Et suite à ça, mais c'est vrai que, un peu comme la première traversée, j'ai mis le pied dedans et j'ai trouvé que c'était une expérience qui était vraiment chouette. J'ai été étonnée de l'intérêt que les gens montraient pour les voyages. Moi, au départ, je me dis, mais qu'est-ce que ça va intéresser les gens? Ils n'ont pas envie de traverser l'Atlantique à l'aviron, ils s'en foutent. Et en même temps, mais j'ai vu que non, ça pouvait aussi découler sur des conversations de plein de choses, de la vie en général, de notre philosophie de vie, de l'idéologie, de la protection, de l'environnement, des océans. Enfin voilà, il y a 1000 sujets qui pouvaient partir de ces voyages-là. Et aujourd'hui, j'en suis presque convaincue. Parce qu'on vit des choses extraordinaires, c'est presque un devoir de partager avec les autres. Parce qu'on voit des choses, on est témoin de certaines choses qu'un public ne pourra peut-être jamais voir. Donc ce goût de l'écriture, il me quitte plus, que là ça commence à me démanger à nouveau. Alors maintenant, on aimerait bien passer à une discussion autour de la place des femmes dans votre domaine. Donc simplement, c'est comment d'être une femme dans le monde de la navigation? Je ne me pose pas beaucoup de questions. Moi, j'ai jamais eu à souffrir le fait d'être une femme ou un homme. Je crois que quand on naviguait avec mon père, on était des marins avant tout. Dans mon domaine, c'est vrai que l'essence même de mes voyages est la solitude, donc je m'entraîne toute seule. J'ai pas eu à croiser beaucoup d'hommes. J'ai jamais eu l'impression d'avoir de la moquerie dans leur regard alors, ce que j'ai peut-être plus eu, c'est les journalistes qui ont été curieusement les plus impertinents sur certaines questions, à savoir, parfois les gens me recevaient, les journalistes me recevaient, puis me regardaient comme ça de pied en cap en me disant on s'attendait à autre chose. Alors quand je leur dis, mais vous attendiez à quoi? Un peu plus allemande de l'Est. Alors je restais un petit peu stupéfaite, je dis pas. Ou alors c'était pour une rameuse, vous savez vous exprimer. Enfin voilà, donc c'était plus l'image de l'aviron. Donc je pense que les gens attendaient une galérienne ou j'en sais rien. Moi, c'est ça, Madame Muscle, qui avait des bras plus grosses que sa tête. Mais ça, je l'ai eu plus, moi, à terre que réellement dans le milieu marin. Parce que je sais que dans vos écrits, vous vous attachez à vous dire que on vous parle de vitesse, de record, de performance, oui. Et vous vous détachez complètement de ça. Oui. Et pourtant, donc, la vitesse, le record, performance, c'est quelque chose qu'on associe plutôt au masculin en général. Et ça, du coup, les différents navigateurs, vous n'avez pas l'impression qu'il y avait plus de compétition pour les hommes? Vous n'avez pas eu l'impression que les hommes avaient peut-être plus envie de... Ah si, je pense que les hommes veulent aller plus vite. C'est très drôle parce que souvent on voit les mecs qui partent à fond et puis il y en a pas mal qui craquent au bout d'une semaine parce que justement ce genre de voyage c'est un voyage mental et c'est là où je pense que les femmes excellent, c'est qu'on a une vision à long terme, on est de bonnes marathoniennes parce qu'on sait qu'il y aura demain. Et souvent, j'aime pas trop généraliser justement, parce que comme j'aime pas les étiquettes, ça me dérange toujours d'avoir ce genre de discours, mais oui, je peux l'ai peut-être plus remarqué chez les hommes que chez les femmes, ce qui n'empêche pas qu'il y aura des femmes compétitrices et il y aura des hommes qui seront d'excellents marathoniens. La preuve en est, dans les épreuves de marathon. Mais c'est vrai que cette discipline de l'aviron de mer et de transatlantique ou de traversée d'océan, c'est une discipline dans laquelle on a notre place parce que justement on sait garder notre souffle, on sait s'économiser, on sait qu'il faut avoir cette vision vraiment à long terme, quand peut-être un homme aura plus une dimension de sprint et oui, deux compétiteurs, mais ça nous ramène à la grotte, finalement. L'homme qui s'illustre pour être celui qui pourra ensuite être l'étalon maître. Et du coup, sans vouloir être impertinente comme les journalistes, dans une société où une femme qui a des enfants est avant tout perçue comme une mère,
Vous qui êtes maman, vous avez eu le courage de partir en solitaire et de vivre votre passion. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a reproché? Oh oui, bien sûr, bien sûr. Et curieusement, les femmes me l'ont reproché, pas les hommes. La plupart du temps, quand on me l'a reproché, c'était des femmes lors de rencontres, des femmes d'un certain âge souvent. Et je me suis d'ailleurs demandé, est-ce que c'est parce que leur éducation leur aurait interdit de faire ce que j'ai fait? Donc nous, on a la chance de vivre une époque où on est quand même relativement libre. On vit dans un pays où on est libre de faire nos choix, de partir dans des choses qui nous intéressent personnellement sans avoir besoin de demander la permission. Et est-ce que ces femmes, c'était pas par peut-être aigreur, par amertume, qu'elles me posaient la question de comment j'avais osé, comment j'avais pu, parce que quelque part, elles n'auraient même pas pu rêver le faire. Ça n'existait pas dans leur société. Moi, le regard des autres, je m'en fous, très honnêtement. Je suis partie aussi, j'avais pas 20 ans, j'avais déjà eu une vie. Je sais pas si j'aurais pas été abîmée, justement. Quand on est jeune, on est plus fragile, c'est normal, on est moins équipé. Et moi, le regard des autres m'indiffère complètement. Oui, donc en fait, si vous étiez un homme, vous auriez sûrement eu moins de remarques par rapport à ça. Oui, probablement, bien sûr. De toute façon, il suffit de regarder sur un départ de Vendée Globe, par exemple, sur les pontons. Aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes. Curieusement, les femmes qui sont mamans, on leur demande toutes, mais toutes, sans exception. Mais alors, comment vous gérez vos enfants? Et il n'y a pas un homme, alors qu'ils sont papas, et il y a de jeunes papas parfois, personne ne leur demande comment vous gérez vos enfants. Donc oui, non, on est encore dans cette société où ça paraît pas tout à fait normal qu'une maman puisse avoir une vie en dehors de sa famille. Mais en même temps, ce qui est assez étonnant, on est toujours perdant, parce que si vous êtes femme au foyer, il y a un côté quand même extrêmement péjoratif, encore aujourd'hui, c'est « Ah bon, tu travailles pas, donc ah ouais, tu t'assumes pas en gros ». Donc vous dites alors, si je travaille, c'est pas bien, parce que mais si je travaille pas, c'est... Donc je comprends que ça puisse être compliqué parfois de s'y retrouver. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut aller avec son cœur. Moi, j'ai pas de jugement. Et si une femme veut rester à la maison parce qu'elle pense et elle trouve qu'elle y a sa place et elle y trouve son équilibre, et ben c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de jugement de société à porter. On irait beaucoup mieux d'ailleurs si chacun pouvait rester à la place qu'il, lui, ressent être la sienne. Parce qu'on a tous une place ici. Alors rapidement, on aimerait aborder un peu le sujet du réchauffement climatique. Quels ont été les éléments déclencheurs de votre engagement pour la protection de l'environnement? Moi, je suis un petit peu... Alors, c'est assez compliqué ce qui se passe dans ma tête actuellement, parce que on nous parle de... J'entends parler de tas de choses. J'ai participé aussi à des tas d'événements sur l'environnement. Et plus ça va, plus je me dis, mais on se trompe complètement de message. Quand j'entends « sauvons la planète » ou... Aujourd'hui, j'y adhère plus. C'est « sauvons l'humain ». On voit bien, enfin, tous les phénomènes qui se passent actuellement, que ce soit les tsunamis, que ce soit les tempêtes, que ce soit les éruptions volcaniques, que ce soit les tremblements de terre, font souffrir l'humain en premier. L'érosion, aujourd'hui, elle fait déplacer des populations. La montée des eaux, elle fait déplacer. Donc il y a des phénomènes migratoires phénoménaux qui sont en cours. La planète, elle se portera très bien sans nous. Nous, par contre, est-ce qu'on va réussir à s'adapter à ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Et c'est là où ça me dérange, c'est que en se trompant de message, du coup les gens se disent la planète. Mais peut-être que si on commençait à parler de l'humanité et de ce que nous on va devoir vivre dans les années à venir, peut-être que là on prendrait les choses un petit peu plus au sérieux. Et peut-être que nos gouvernements aussi prendraient les choses un petit peu plus au sérieux, parce que ça sert à quoi de s'agiter aujourd'hui dans les différents gouvernements quand il n'y aura peut-être pas de demain, parce que la nature finira par nous régler notre compte. J'essaye, moi, de passer ce message-là. Faites attention à notre propre espèce. C'est nous qui sommes en danger, vraiment. Et effectivement, de préserver notre espèce passera par la préservation, évidemment, de la planète sur laquelle on vit. Le danger, pour moi, en tout cas, il est plus pour nous, actuellement. Et du coup, puisqu'on évoque l'avenir et le futur, c'est quoi vos projets pour après ? Alors là, j'en ai plein, j'en ai toujours plein, c'est ça qui est chouette.
plein de différents. Là, on part justement sur... on parlait des bouleversements climatiques. Comme ça m'a vraiment interrogé le fait qu'on ait l'impression d'avoir des concepts, c'est très à la mode le concept. Alors, le bouleversement climatique ou les changements ou le réchauffement, voilà, ça veut tout dire, ça veut rien dire, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans. Et là-dedans, on oublie de parler des humains la plupart du temps. Et en voyageant en Arctique, moi, ça a été vraiment flagrant, puisque, entre autres, depuis 2014, je fréquente le petit village de Tuktoyaktuk, qui est situé dans l'Arctique canadien. Et Tuktoyaktuk est en train de disparaître, puisque l'Arctique, le permafrost, qui est ce sol gelé sur lequel repose la toundra, est en train de fondre. L'érosion est galopante. Et petit à petit, les villages qui étaient des villages semi-nomades, mais des villages de pêcheurs pour la plupart, pêcheurs-chasseurs, sont à proximité des côtes, sont vraiment sur le littoral. Tuktoyaktuk, en 6 ans, a perdu 6 ou 8 maisons déjà. Ces gens-là sont relogés, mais pas dans le village, puisqu'on sait que le village va être amené à mourir. Ils sont amenés à partir vraiment en exil, sur 1000 km, 2000 km de chez eux. Donc comme les familles vont être explosées, il va y avoir de véritables drames humains, il y aura des histoires qui vont être poignantes. Et moi, c'est ça qui me dérange aujourd'hui, on en parle peu. Donc du coup, j'avais dans l'idée d'aller tourner là-haut. J'ai présenté le projet à un producteur qui m'a dit mais on va aller au-delà de ça, on va essayer d'identifier plusieurs pays qui connaissent aujourd'hui la montée des eaux, pour lesquels l'exode est déjà en place, et c'est pas non plus, c'est pas un truc de demain ou en 2030 ou en 2050, c'est là, c'est actuellement, c'est en train de se passer, et on va raconter des histoires, et on va raconter l'histoire des gens. Et moi ce que je veux c'est être juste le guide, l'espèce de fil d'Ariane dans ces documentaires, mais laisser la parole à ceux qui vivent sur le terrain et qui ont cette connaissance parce qu'ils y sont au quotidien. Pas comme des gens qui ont été propulsés, des scientifiques qui vont faire des études avec des stats. C'est important qu'il y en ait aussi. Mais donnons la parole aux gens qui vivent au quotidien ces problématiques. Est-ce qu'il y aura des gens en Bretagne ? Alors non, pour l'instant, pourtant il y aurait de quoi faire, mais on a pu prendre qu'un pays européen parce que c'est tellement vaste. Si on avait pu, mais c'est une question de budget aussi, on aurait pris évidemment et la Bretagne et le reste et plein d'autres pays, mais là il a fallu en identifier 6 qui nous paraissaient importants à mettre en avant. Et moi je tenais absolument à ce qu'on mentionne la région de Tuktoyaktuk et de cet Arctique canadien, parce que c'est de là que pour moi tout est parti en tout cas. Donc ça c'est un projet important. Voilà, comme je disais, repartir dans l'écriture, ça me titille bien. Là j'ai recommencé à dessiner des choses. Alors je sais pas, oui certainement sur quelque chose de romancé, mais très probablement inspiré de mes voyages. Puis encore plein d'autres projets. Pour terminer, on voudrait vous poser une question que l'on pose à toutes nos invités. Quel lieu conseillerez-vous à quelqu'un qui pose pour la première fois le pied en Bretagne ? Le lieu que je conseillerais, définitivement le Cap Sizun. Le Cap Sizun, c'est une des pointes de Bretagne, la pointe sud. C'est extrêmement riche parce que le littoral y est fabuleux. Toutes les couleurs qu'on peut trouver là-bas, c'est vraiment un lieu magique. Donc définitivement le Cap Sizun, oui. Eh bien, merci beaucoup. On a hâte de suivre la suite de vos aventures et merci encore d'avoir participé à notre podcast. Merci beaucoup, merci Kenavo. C'était pour nous un vrai plaisir de recevoir Anne Kéméré. Au terme de l'échange, on avait encore 1000 questions à poser sur ses voyages, son parcours, et on en est sorti réellement inspiré. Merci d'avoir écouté ce podcast et rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Bretonne. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou partager autour de vous. Pour plus d'informations concernant le contenu de ce podcast et pour des références liées à chaque épisode, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les comptes de Bretonne Podcast.